Depuis de nombreuses années, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs et rencontrer les gourmands de nos régions. Chacune possède ses ambassadeurs gastronomiques, parfois illustres, des artistes de renom qui ont porté l'art culinaire au rang d'art majeur, n'hésitant pas à introduire leur amour de la cuisine dans leur création. Les textes gourmands de Colette, évoquant aussi bien la truffe que le pudding de sa mère, les romans de Jean Giono remplis de plats provençaux, les tables chargées de fruits peintes par Cézanne ou Claude Monet, les croquis de Toulouse-Lautrec sont autant de célébrations de la table et des plaisirs des sens. Sans oublier Marcel Proust, indissociable de ses madeleines. Dans cette nouvelle formule, j'ai décidé de me mettre à la table de ces créateurs, de faire le trait d'union entre leur univers artistique et notre passion gastronomique commune, afin de vous livrer les plus belles recettes de ces artistes épicuriens. Aujourd'hui, je vous invite à la table du Prince des Poètes, ici à Milly-la-Forêt, au cœur du parc du Gâtinais, entre les forêts de Rambouillet et de Fontainebleau. C'est dans ce joli village qu'en 1947, Jean Cocteau, écrivain, poète, dessinateur, cinéaste, après l'immense succès de son film La Belle et la Bête, va s'installer avec son ami Jean Marais. Et ce dandy parisien qui cultive l'art du merveilleux dans toute son œuvre va finalement se fondre volontiers dans ce cadre rural, venant ici au marché sous la halle plus que cinquantenaire, acheter la menthe poivrée, spécialité de Milly, pour réaliser ses tisanes, ou encore dessiner les vitraux de la chapelle Sainte-Blaise des Simples. Mais Jean Cocteau était-il gourmand ? Eh bien, il était gourmet, à en croire son ami Raymond Oliver, célèbre chef du Grand Véfour, avec lequel il a signé un livre de cuisine qui, évidemment, va nous inspirer notre menu du jour. Si je n'avais pas été académicien, j'aurais peut-être été barman. Ainsi se voyait le créateur aux multiples talents, né en 1889 et disparu en 1963. Il faut dire que Jean Cocteau adorait créer ses propres boissons, tantôt à base de fruits, tantôt aux huîtres et ketchup, ou encore au cognac, et disait posséder l'art du bon dosage. L'esthète, issu de la haute bourgeoisie parisienne, écrit ses premiers poèmes à 20 ans et devient aussitôt une figure du tout Paris. Ses amis s'appellent André Gide, Charles Trenet, Coco Chanel, Pablo Picasso ou encore Édith Piaf. Le Grand Véfour, une institution parisienne, devient sa cantine. Il y a sa table attitrée, tout comme Colette, avec qui il partagera de nombreux repas. Le chef étoilé Raymond Oliver devient lui un ami proche. L'auteur des poèmes futuristes et récits poétiques comme Le Potomac ou Les Enfants terribles vit au rythme de ses manies gastronomiques. Potage aux moules, petits poissons frits comme les mangeait son ami Marcel Proust, ou gibier, il aime les saveurs fortes. Et quand Jean Cocteau se passionne pour un plat, il peut le manger tous les jours pendant une semaine ou deux sans se lasser, note Raymond Oliver. Talentueux cinéaste, Jean Cocteau met même son ami chef à contribution sur le tournage d'Orphée, qui lui crée le homard grillé Orphée, une recette au feu d'enfer. Car pour Cocteau, la gastronomie relevait de l'art du moment qu'on y mettait du génie, de la curiosité et de la fantaisie. Mes premiers pas dans le monde de Jean Cocteau m'entraînent jusqu'à l'herboristerie du village. Une spécificité de Milly-la-Forêt et ses environs qui produit depuis 1900 plantes médicinales et aromatiques, principalement de la menthe poivrée dont Jean Cocteau raffolait. Catherine Bosque-Bierne, issue d'une longue lignée d'agriculteurs, cultive sur place et vend ses herbes qu'elle transforme en huiles essentielles, confiseries, sirops et même des liqueurs. Bonjour, bonjour Catherine. Bonjour, je suis ici. Un bisou. Alors,
Ben voilà la boutique dans laquelle vous préparez vos petits mélanges, vos tisanes. Oui. Vous êtes la magicienne de Milly, Voilà. la camomille. Vous m'emmenez voir un petit peu? Oui, je vous envoie, oui. Catherine me montre toute sa production de plantes, dont elle sèche elle-même les feuilles et pétales, à l'ancienne, dans une bâtisse centenaire. Ah, voilà les herbes. Voilà. Alors, je reconnais les boutons de rose, la lavande, Oui. la menthe, La menthe poivrée de menthe Milly. poivrée de Milly. Et là, ça ressemble à de la menthe, mais c'en est pas. Ah, c'est une lamier comme la menthe, c'est la mélisse Ah, citronnelle. la mélisse, oh, c'est La bon, fameuse mélisse. Ouais. Voilà, qu'on peut... Elles sont Oui, il bonnes, faut la même sèches. briser. Ah oui, mais même sèche. Voilà. En fait, Extraordinaire. il faut vraiment bien la briser. Oh là là, est-ce que ça sent bon. Oui. Vive les herbes françaises, hein. Ah Soyons oui. un peu chauvins quand même, Oui. hein, parce qu'il y a Oui, tellement oui, elle est d'importations. Mais la mélisse, là là, ici, elle se plaît aussi bien que la menthe. C'est vrai. Mais alors, Jean Cocteau, pour revenir à lui, que vous connaissez, enfin peut-être pas personnellement, Non, mais je enfin, connais pas. ici tout le monde le Bah, connaît. bien sûr, on le connaît, on le reconnaît, et puis on en parle avec bienveillance. Oui, c'est vrai. Il a très vite été accueilli, adoubé. Bah, c'était un grand artiste, hein, et puis il aimait être ami. Il parlait de la menthe poivrée, parce que quand les agriculteurs coupaient la menthe et les faisaient sécher dans les séchoirs ici, Séchoirs artisanaux. il y avait des effluves Oui, de c'est menthe vrai. Dans qui tout le circulaient. village. Ah oui, oui, qui circulaient. Et vraiment, il adorait ça, quoi. Catherine me propose de goûter ces plantes et compose une tisane à la menthe poivrée, bien sûr, à la camomille, à l'hibiscus, à la verveine et à la mauve, également produite sur place. Regardez comme c'est joli. Oui, c'est joli. Après 5 minutes d'infusion, nous dégustons le savoureux mélange aux vertus dynamisantes. Cher ami, Merci. à la santé de votre famille d'abord et de Jean Cocteau. C'est agréable. C'est presque un peu sucré. Elle est douce, oui. Il n'y a pas d'amertume alors qu'on pourrait penser qu'avec la camomille, on pourrait avoir une pointe d'amertume. C'est pas le cas. C'est la menthe qui adoucit très l'amertume, justement. Ça pourrait nous inspirer un dessert d'ailleurs. Alors, Pour l'instant, on n'a pas de dessert. je peux vous parler de quelque chose qui est vraiment une tradition chez nous depuis qu'on fête les anniversaires. Et maman, pour nous, elle préparait toujours un gâteau au chocolat, c'était un incontournable. Et elle préparait aussi la veille une crème anglaise dans laquelle elle laissait infuser de la menthe toute la nuit. Bon, ben, je vous prends au mot alors, le gâteau au chocolat de maman. Ah, avec plaisir. Comment s'appelle-t-elle votre maman? Pierrette. Ah, le gâteau au chocolat de Pierrette et sa crème anglaise à l'amande de Milly. Exactement. Ouais, ça fait chic sur une carte de restaurant. Incontournable. Histoire improbable d'une fantaisie, proche de l'équateur, à un point précis. Latitude 500, longitude 36, au cœur de la forêt, à 7 investis. C'est au cœur de Milly-les-Forêts que nous allons rencontrer Anne-Gaëlle. Anne-Gaëlle est en charge de la gestion des droits artistiques de Jean Cocteau, avec le comité Cocteau bien sûr. Et pour l'occasion, elle nous propose forcément une des recettes favorites de son Jean Cocteau, un soufflé au fromage et au jambon blanc, tout simple, assorti d'une sauce aux champignons de Paris. Et c'est prometteur. Il en faut peu pour toi et moi. Prenons racine dans les bois. Enfants naïfs ou hors la loi. Les pieds plantés dans un ruisseau. Écoute chanter ce drôle d'oiseau. Il nous invite un peu plus haut à partager nos idéaux. Bonjour Anne-Gaëlle. Bonjour Julie. Oh bah dites-moi, vous êtes dans le feu de l'action. Ouais, tout à fait. Je vous embrasse, je ne veux pas vous perturber. Donc je prépare une mousse de jambon avec sa sauce aux petits champignons. Et en fait, c'est une recette qu'adorait Cocteau. Ouais. C'est sa cuisinière, Juliette Bieber, qui préparait ça. Qui était la cuisinière ici à Milly. Ici, voilà. Et qui préparait ça. Et Cocteau adorait le servir à ses invités. Voilà. On retrouve toujours un peu le goût de l'enfance dans les recettes. Il aimait Ouais. les choses Très, simples, très simple. des goûts bien Ouais. distincts. Il disait qu'il était ni goinfre ni gourmand.
Il disait aussi que la cuisine, c'était un art, que les chefs étaient des génies. Et c'est vrai qu'il a été ami avec de grands chefs comme Raymond Oliver, Fernand Point. Et donc, on comprend aussi que pour lui, la cuisine, c'est la convivialité. Et c'est important. Et que comme dans tous les arts, il faut le faire à fond quand on le fait. Voilà, C'est ça. à fond. Et nous ferons de même. Anne-Gaëlle a commencé la découpe du jambon blanc en lamelles. Pour l'aider, je réalise une béchamel classique, mélange temps pour temps de beurre et de farine, puis on rajoute le lait. Souffler jambon fromage. Tu sais que j'ai jamais pensé à faire ça, de souffler fromage, j'en ai fait beaucoup, mais je pensais pas rajouter du jambon, c'est pas bête. Alors, il adorait ça. Je rajoute tout le jambon directement dedans? Et le gruyère, ouais. D'accord. Et tu monteras les œufs après, les blancs d'œufs Voilà. après, c'est ça? Hop là. Nous ajoutons le fromage, le jambon et l'assaisonnement à l'appareil. Il ne nous restera plus qu'à monter les blancs en neige pour les mélanger à la préparation. Alors là, tu as beurré le moule. Alors Ouais, tu sais j'ai que j'ai beurré. appris de mon grand maître Michel Guérard qu'il faut induire le sens de montée du soufflé. Lui m'a expliqué qu'il fallait Comme si on beurrer l'aidait, comme si on l'aidait à monter, tu D'accord. vois. Ça fait partie de la poésie de Cocteau un peu, tu vois. Je n'ai pas encore maîtrisé. Je suis pas sûre qu'à l'épreuve de la réalité, mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Ouais, c'est vrai. Nous enfournons le soufflé à 180 degrés pour 30 minutes et nous nous attelons à la préparation d'une sauce d'accompagnement aux champignons. Pour cela, nous saisissons une bonne poignée de champignons bruns de Paris avec une échalote émincée dans un peu de beurre. Nous farinons légèrement, j'ajoute un peu de bouillon de volaille et Anne-Gaëlle de la crème fraîche. Alors, Cocteau et Raymond Oliver ont fait un livre de cuisine ensemble, recette pour un ami. Et cette recette, en fait, je crois que Raymond Oliver l'adapte d'une manière un peu plus sophistiquée. Puisque Cocteau, en fait, habitait au Palais Royal, rue Montpensier. Bien sûr, juste à côté. Et Laurent Béfour était sa cantine. On s'est retrouvé avec Colette, son Voilà, amie c'est Colette. ça, ouais. Allez, je vais remettre un petit peu de bouillon de volaille et puis je vais prendre la crème. La crème, voilà. Je vais au pif. Hein. Je suis sûre que Juliette, elle faisait pareil. Oui, sûrement. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a imaginé Cocteau l'avenir en disant qu'un jour, on mangerait des pilules. Des pilules, ouais, C'est ça. ouais. Et que là, la cuisine des anges serait alors remplacée par la marmite du diable. Pour se souffler du tonnerre, comme l'aurait dit Jean Cocteau, munissez-vous de 125 g de jambon cuit en tranches fines, 100 g de gruyère râpée, 50 g de farine, 50 g de beurre, 40 centilitres de lait et 5 œufs. Ah, n'oubliez pas la noix de muscade. Et pour la sauce aux champignons, prenez 300 g de champignons de Paris, une échalote, 30 g de beurre, 2 cuillères à café de farine, 25 centilitres de crème liquide et 20 centilitres de bouillon de volaille. In the pocket. Je retourne en cuisine vérifier si notre soufflé tient ses promesses. Bon, c'est le moment de vérité. Oh, il est beau, magnifique. Bravo, Anne-Gaëlle. Jean Cocteau vous félicite de là où il est. J'en suis sûre. C'est pas le moment de le faire tomber. Et hop là. Oh, c'est beau. Dis donc, on n'a pas démérité, hein? Ouais. Bon, on va servir avec ça. C'est un peu rustique, mais je ne sais pas comment toi tu aimes les soufflés, mais là, il est un peu liquide à l'intérieur. Moi, c'est exactement comme ça que je les Ouais. aime. Bien Après, doré à on se l'extérieur. demande comment Cocteau pouvait rester si mince et élancé. Ouais, c'est de la bonne cuisine, hein, tu sais. Donc, on imagine Jean Cocteau dans sa jolie maison de Milly ou Avec dans ses son amis, jardin, en train de savourer son soufflé. Et ensuite, pas de dessert. Il n'était pas très Ouais, sucre. ouais. Alors, Hormis il les aimait- cocktails. ouais, voilà, les fruits. Il a même fait un poème, un éloge à une tranche de pastèque. Et il y a un dessert qu'il aimait bien, c'était la glace à la vanille avec du chocolat. C'était quand même pas D'accord. très, très élaboré, mais voilà. Alors moi, j'aimerais bien la découvrir, cette maison de Cocteau, que je ne connais Eh ben, pas. et dont je j'ai pense beaucoup qu'il faut entendu qu'on parler. y aille. Parce que Dominique Marny, qui est donc la petite nièce de Cocteau, nous y attend. Partage une partance vers des latitudes sans pudiques. Éclabousser l'immense Pacifique. J'embarque Anne-Gaëlle dans ma Micheline et me rends avec impatience dans l'antre de l'artiste. Une demeure qui me replonge immédiatement dans les décors et l'univers de son film La Belle et la Bête, réalisé en 1946. L'assemblée docile chemine vers son parfum féminin.
Bonjour Dominique. Bonjour Julie. Quel joli cadre. Même si la saison n'est pas la plus propice. La saison n'est pas la plus propice, mais ça reste quand même un endroit de conte de fées avec ce château de Bonde qui est juste là. Toujours poétique. Ouais. C'est toujours très poétique et cette maison s'appelait la maison du bailli et son nom lui est resté. Et le jardin ressemblait plus ou moins à ça aussi? Alors le jardin ressemblait à ça, il y avait la partie verger que vous voyez. Ouais. Qui débouchait sur ce qu'on appelle la garenne. Et Cocteau parle toujours de la garenne. Donc le bois, quoi, Le finalement, bois, c'est ça. Donc, il y avait un rite matinal. Quand il se réveillait, alors il prenait son petit déjeuner dans sa chambre. Sa cuisinière lui montait le petit déjeuner. Et quand il avait pris son petit déjeuner, il descendait toujours en peignoir éponge blanc. Ah bon? Il avait, oui, il adorait les fleurs. D'ailleurs, il voulait que sa maison soit envahie de bouquets de fleurs. Il se promenait, il regardait l'état de ses fleurs. Il regardait les fruits, ça c'était le rite. Et pour ses repas, s'il se délectait des plats les plus raffinés dans les restaurants parisiens, à Milly, c'était les plats régressifs et réconfortants de sa cuisinière Juliette qui primaient. Jean Cocteau n'aimait pas les choses compliquées, il aimait que ce soit bon. Alors elle lui cuisinait une chose très simple et qu'il adorait. C'était du riz aux bananes et au chipolata. Ah, c'est original ça. Oui, alors ça, c'était quelque chose qu'il adorait. Un goût d'enfance Un alors. goût d'enfance. Mais lui, il est resté. Enfin, il voulait que ce soit bon, des toutes petites quantités, surtout pas des grosses assiettes, des choses un peu sophistiquées. Il picorait, mais pas des choses très compliquées. Voilà. Il paraît qu'il allait acheter le journal de Mickey en cachette. Alors pourquoi pas le riz aux bananes et aux chipots, hein? Il allait acheter le journal de Mickey et les bonbons à la menthe. Il achetait 1 kilo de bonbons à la menthe là, sur la place des Halles. Ah, c'est ce que j'ai fait chez Catherine. Et ben, vous avez fait comme Jean Cocteau, vous voyez, vous a soufflé, vous avez le même goût que lui. Bon, alors tout ça m'a donné très envie de visiter la maison. Allons-y. Enfin, c'est une première pour moi. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Dominique me guide vers la pièce principale de la maison, le salon-bureau, où il passait la plus grande partie de son temps à écrire, dessiner et recevoir ses amis. Sur la plage. Dans ce salon, tout est resté de façon... Enfin, rien n'a été bougé. Ce qui touche, et en même temps ça ne surprend pas tellement quand on connaît un peu la personnalité et l'œuvre de Jean Cocteau, c'est cette multiplicité de styles, d'influences, où on passe du cheval de bois à une évocation monarchique, un côté baroque. Vous avez raison, c'est très hétéroclite parce qu'au fond, il y avait ce qu'il rapportait de ses tournages, et beaucoup de choses. Il y avait aussi les cadeaux qu'on lui faisait. Alors, vous avez un univers où vous retrouvez les fans qui pourraient être dans La Belle et la Bête. Et vous avez des miroirs, là aussi. Ouais. Donc, il y a le miroir de La Belle et la Bête et surtout ce fameux miroir d'Orphée. Parce que pour Cocteau, le miroir, c'était ce qui reliait les vivants et les défunts. C'est-à-dire que le miroir permettait de passer du monde visible à l'invisible. Les défunts ne nous quittaient pas. Et alors, ça, c'est très important parce que... Extrêmement important. Il a toujours eu une inspiration un peu mortifère parce qu'il a vécu avec la mort. Son père s'est suicidé alors qu'il avait quoi, 9 ou 10 ans, c'est ça? Exactement. Son père s'est suicidé quand il avait 9 ans. Et si on regarde bien l'œuvre, on se rend compte que l'idée de l'abandon est omniprésente. Et dans sa vie, Cocteau a tout fait pour ne jamais être abandonné. Il ne veut pas être laissé sur le bord de la route. Et puis, il y a l'enfance. On en parlait avec l'évocation de ce père disparu très tôt. Mais dans toute son œuvre, on a l'impression qu'il y a ce goût de l'enfance, il y a cette volonté de garder l'enfance en soi. Et on a l'impression que ça l'accompagne beaucoup, non? Ça l'accompagne beaucoup. Il a ce culte du cirque, ce culte de l'enfance. Comme vous avez dit, Cocteau aimait les gens qui avaient gardé leur part d'enfance. Pour lui, c'était primordial. Une forme de pureté aussi. Il disait que les enfants avaient du génie. À l'étage, la chambre, son refuge, semble être un décor de théâtre mis en scène par Madeleine Castin, une amie de Jean Cocteau, antiquaire aussi talentueuse que fantasque, qui a révolutionné le monde de la décoration. Alors là, il y a un parti pris fort. Alors là, oui. Le léopard au plafond. Même. Alors là, nous sommes Castin avec Madeleine Castin. Ça, c'était une de ses marques de fabrique. Alors, c'est un vrai cabinet d'écriture. C'est un vrai cabinet d'écriture et de curiosité, j'allais le dire. Alors, vous avez un bureau là où probablement il dessinait davantage. Vous avez encore ses crayons. Vous avez
les fameuses ardoises de Cocteau. Alors, les tableaux noirs, il y en avait beaucoup rue de Montpensier. Ils étaient accrochés aux portes où il écrivait tout. Ses rendez-vous, C'était ses ses penses numéros, bêtes. c'était ses penses bêtes, ses numéros, ses téléphones, Et puis etc. des dessins, j'imagine aussi. Exactement. Et puis, toujours le même bric-à-brac. Il y a des étoiles. Bon, l'étoile était son emblème. Hein. Et alors, la chambre, Alors, voici on la va se chambre. surprendre par ce petit lit, finalement, qui est Tout en plus petit. de biais. Pourquoi est-il posé comme ça dans la chambre? Pourquoi? Parce que quand il était, la tête de lit étant là, il avait sa fenêtre exactement en oblique et le château de la Bombe devant lui. En revanche, plus de cuisine à disposition dans le petit monde merveilleux de Jean Cocteau. Pour réaliser une prochaine recette en son honneur, je dois filer chez Pascal, une collaboratrice de Dominique. Dans la vague de ton regard amoureux, je ne veux que ton âme divagant sur ma peau. Une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Parmi les produits qui font la fierté des agriculteurs de la région se trouve le cresson. Dans la famille de Michael, que l'on va rencontrer, ils sont producteurs de cresson depuis 4 générations. C'est une affaire qui dure. Et d'ailleurs, il mène sa cressonnière en agriculture biologique. On va se servir de ce cresson pour tout à l'heure réaliser une sauce qui accompagnera le filet de veau, lardé de truffe, de notre ami Pascal. La première cressonnière d'Île-de-France date de 1854. Toujours en activité, c'est Michael qui la cultive aujourd'hui. Un terrain de près de 6000 m² où il fait délicatement pousser 60 000 bottes de cresson par an. Donc le cresson de fontaine pousse dans de l'eau de source. La saison de production est de septembre à mai. Donc là, on est en plein milieu de la période. C'est le top. Donc là, je suis en train de mettre des raquettes de neige, toutes simples. C'est pour éviter d'abîmer mes fonds de fossé. Le fond des fosses, c'est un fond tourbeux sableux. Et si je descends directement en botte dedans, je risque de faire des trous. Au nombre de 100 à l'apogée, dans les années 30, ils ne sont plus que 25 cressiculteurs aujourd'hui dans la région. C'est un métier, on est tout le temps plié pour faire les bottes. On a les conditions climatiques, on est tout le temps à l'eau. Donc c'est vraiment un métier pénible. Et donc ça attire pas beaucoup de monde. Quatrième génération, Michael entretient le savoir-faire ainsi que les nombreux souvenirs de famille. Quand je retrouvais mes cousins à la petite croissonnière familiale, qu'on s'amusait à courir tout du long sur les fossés, bon, bah, on est tous tombés à l'eau, hein, ça fait partie de l'héritage, et on va dire en même temps du baptême. Mais Michael s'est également lancé dans le développement d'une nouvelle variété, le cresson pourpre, obtenu par sélection. Donc on voit bien la différence. Et ce qui est chouette, c'est vraiment sa couleur violette, et même en dessous, toute nervurée. Donc au niveau du goût poivré du cresson se ressort plus, qui reste au fond du palais pendant un moment. Et j'essaye de le développer justement pour les chefs. Nous allons mettre ce cresson à l'honneur grâce à la recette que les deux amis Jean Cocteau et Raymond Oliver ont concoctée pour nous un jour de régalade de 1962, précieusement notée dans un livre d'art, de cuisine et d'amitié, où 60 recettes et 30 dessins originaux signés Jean Cocteau sont réunis. Pascal Léotet, qui s'occupe de la maison Cocteau depuis 20 ans, connaît l'œuvre artistico-culinaire sur le bout des doigts. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Tu es déjà en train de t'affairer à ce filet de veau?
Oui, je suis en train de détailler la poitrine fumée, pour barder le filet. Ouais. Alors ça, c'est une recette qui est issue du fameux livre de Raymond Oliver qu'il avait fait en association avec Jean Cocteau, c'est ça? C'est ça. Raymond Oliver, qui est notre père à tous, puisque c'est l'un des premiers à avoir fait la cuisine à la télévision, d'ailleurs. Oui, c'est ça, avec Catherine Langelet. Le fameux duo. Donc on fait un lit de céleri. C'est ça. C'est ça l'idée. On va faire cuire le filet de veau dessus. D'accord. Et je vois une petite truffe là. Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette petite truffe? C'est une truffe du Périgord, puisque dans la recette du filet de veau Fernand-Point, on truffe aussi le filet pour le parfumer. Qu'est-ce qu'on commence par faire? Je peux te laisser, si tu veux, débiter des petits bâtonnets. Alors, de quoi? Raymond Oliver nous demande de faire des petits cônes, mais je pense que si tu le fais en bâtonnet, ce sera parfait aussi. On va jouer sur des petits bâtonnets. Ni trop petits, ni trop gros, pour pas qu'ils se cassent. Moi, je vais commencer à larder le filet. Tu vas larder les filets. Ah d'accord, tu vas mettre tes petits... Oui, des petits morceaux. Ah bah il est là, le livre. Le voilà, recette pour un ami par Raymond Oliver. Oui, il vient d'être réédité, là, il y a quelques années. Il y a 2 ans. Ah, merveilleux. Ah oui, il est illustré par Jean Cocteau. Oui. Ah, c'est magnifique. C'est recette pour un ami. Recette pour un ami, qui était son ami, donc. Il parle effectivement des recettes que Cocteau aimait bien, de sa façon aussi de détourner certaines recettes. Cocteau avait des petits soucis de cholestérol à la fin de sa vie. Et donc, il n'avait pas le droit de manger du boudin noir. Et Raymond Oliver avait fait une recette de volaille où il mettait un peu de boudin noir caché dedans pour que Cocteau puisse quand même satisfaire son envie. D'accord, et qu'il ne soit pas... qu'on ne lui reproche pas de l'avoir nourri trop grassement. Franchement, le livre est très très intéressant, on apprend pas mal de choses. Et on voit que les repas au Grand Véfour, c'était pas seulement des repas. Il devait refaire le monde, il devait parler littérature, il devait se préparer des œuvres déjà quand ils déjeunaient tous ensemble. Ah ben le voilà, filet de veau Fernand-Point. Est-il besoin de dire que Jean Cocteau fut l'ami de Fernand-Point? Alors Fernand-Point, il faut expliquer quand même aux jeunes générations, et puis même aux moins jeunes, c'était le chef d'un célèbre restaurant triplement étoilé à Vienne en France, la Pyramide. Et c'était un colosse extrêmement sympathique, très cultivé. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait été ami avec Jean Cocteau, et puis surtout avec Raymond Oliver. Pendant que Pascal bride sa viande comme une pro, je coupe des pommes de terre en morceaux et quelques artichauts en lamelles. La viande préparée est ainsi saisie dans une poêle beurrée. Qu'est-ce que tu vas faire de ce beau cresson? C'est le cresson de Michael, j'imagine? Oui, le cresson de verre magnifique. Tu as vu cette couleur, ce vert dense là, il est super. Et en plus, ils nous en ont emmené deux sortes différentes. On a aussi du cresson pourpre. Ah oui, dis donc, effectivement, il ressemble un peu à une... Il est le seul à le faire. Ah ouais. Alors peut-être que je peux commencer à laver le cresson. Voilà, on utilise lequel? Peut-être celui-là cru parce que voilà, il a une vraie qualité esthétique, et celui-là cuit, tu vas le faire une sauce, c'est ça? Oui, donc on va enlever les tiges. Et je vais la nettoyer. Nous ajoutons un fond de vin blanc sec pour éviter que le filet de veau ne sèche, et le plaçons au four à 180 pour une demi-heure. Puis je jette notre botte de cresson dans l'eau bouillante. Allez hop! Donc quoi, 2 minutes hein, à peine, oui, même 2 pas. minutes, et après on va le débarrasser dans l'eau glacée, qui reste vert et que ça fixe sa chlorophylle. Nous faisons suer et réduire une échalote avec 2 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre. Pour apporter un peu d'acidité, c'est pas bête. Puis nous ajoutons 2 cuillères à soupe de crème fraîche et mixons la préparation avec le cresson. Je vais le refaire par à coup ensuite pour que ce soit bien mixé. D'accord. Moi, je vais en profiter pour écrire la recette. D'accord. Et puis tu démarres les pommes de terre, je suppose? Oui, je fais les pommes de terre avec les cœurs d'artichaut. Ok. Pour le veau en cocotte des 3 amis gastronomes, Cocteau, Oliver et Point, version Pascal, il vous faudra un filet de veau d'1,5 kg, 150 g de lardon fumé, éventuellement une petite truffe, 1,2 kg de pommes de terre, une botte d'artichaut. Et pour la sauce au cresson, une échalote, 1 cuillerée à soupe de vinaigre, 2 cuillerées à soupe de vin blanc, 2 cuillerées à soupe de crème épaisse et une botte de cresson, bien sûr. Alors, écoute, tu sais quoi, c'est le genre de plat qu'on peut tout à fait réchauffer à four doux. Tu me vois venir? Oui, pour notre je vais l'emmener au banquet. Notre repas, pour célébrer la mémoire de Jean Cocteau et surtout sa gourmandise. Je t'embrasse. Merci beaucoup, Pascal. À très vite.
Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour. Impossible de traverser Milly-la-Forêt sans faire un arrêt à la chapelle Sainte-Blaise des Simples, une bâtisse du XIIe siècle dont les murs intérieurs ont été entièrement redécorés par Jean Cocteau en 1959. Aurore Zocchetto, native de la région et artiste verrier, m'y attend pour me faire découvrir ce lieu. Bonjour Aurore. Bonjour Julie. Voilà la fameuse chapelle. Oui. Elle est très touchante, très singulière comme lui. Oui, tout à fait. Et il a pris beaucoup de plaisir à la décorer. Donc à même le mur. À même le mur, comme il aimait faire. Et donc il a décidé de créer un herbier géant qui s'élève vers le ciel par des diapositifs en fait qu'il projetait contre le mur et avec le fusain, il venait suivre les contours. Et après il a rajouté tous les détails. Il a commencé à dessiner les plantes médicinales qui ont permis de guérir de nombreuses personnes atteintes de lèpre. Parce qu'auparavant, c'était une léproserie, une maladrerie, c'est ça? À côté de la chapelle, il y a eu des bâtisses qui ont été construites pour accueillir les lépreux qui ont été touchés et soignés avec les plantes médicinales qui étaient tout autour de la chapelle. Et il est enterré ici, inhumé ici, ainsi que son dernier compagnon, Édouard d'Hermite. Oui. Et l'épitaphe toute simple, je reste avec vous. Le M? Le M, c'est le M de Milly-la-Forêt et le M de la menthe poivrée de Milly-la-Forêt. C'est joli. Et alors les vitraux, parce qu'il a également créé les vitraux. Alors, il a dessiné les vitraux. C'est votre partie. Voilà, c'est ma partie. Les vitraux, enfin le vitrail au-dessus de la porte et de droite et de gauche ont été dessinés par Jean Cocteau et réalisés par un maître verrier allemand. Un grand artiste verrier nommé Heutmann qui a su restituer tout le talent poétique et graphique de Jean Cocteau. Passionnée par l'art du vitrail, Aurore ne cesse de tenter de découvrir les détails cachés dans l'œuvre du maître. On a l'impression qu'il y a des chats de dissimulés dans ces vitraux. Il faut faire une petite gymnastique pour le voir à l'envers et imaginer donc les oreilles de chat, les yeux, les moustaches, le nez et le museau. Cocteau adorait les chats. Il avait une passion pour le chat. Voilà, le chat qu'aurait dissimulé Cocteau dans son vitrail. Aurore aime recréer et réinterpréter les vitraux de l'artiste. Pour ce faire, elle crée un calibre sur papier, puis découpe et numérote chaque pièce du puzzle pour se souvenir de leurs emplacements. Jean Cocteau avait un trait vraiment libre, fluide et dessinait tout le temps, faisait comme des gammes, comme un musicien ferait ses gammes pour assouplir en fait le poignet et avoir ce geste si fluide et si ample. Et du coup, il fallait réadapter ces dessins pour le vitrail, parce que le vitrail a besoin d'être contrôlé au millimètre près. Autant dire que le célèbre style de Jean Cocteau relève du défi pour les maîtres verriers, qui sont contraints par la matière et les soudures de chaque pièce de verre. Pour le haut des yeux, il me faudrait donc un bleu foncé qui aille bien avec ce turquoise. Voilà. Une fois l'harmonie trouvée, Aurore découpe à la main chaque morceau de verre selon la forme géométrique du calibre. Puis elle fait la mise au plomb. Je viens en fait imbriquer les morceaux de verre dans chaque rainure. Avec quelques fines gouttes d'étain, Aurore soude toutes les intersections et achève ainsi sa composition. Et bien voilà, le vitrail de Jean Cocteau, donc avec mes couleurs. Je l'ai un petit peu transformé et je vais l'offrir à la chapelle Sainte-Blaise. On l'accrochera dans le jardin, je pense. Ce chat, tout en transparence et couleurs, sera dans son élément au sein de la chapelle inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 1982. Je veux tourner un film, avoir un souvenir.
Figurez-vous que jusqu'en 1923, c'était comme ça qu'on annonçait le marché, qui se tient depuis tous les jeudis après-midi et où l'on va retrouver Dominique d'ailleurs. Le fameux marché se tient sous la grande halle centrale du village, bâtie en 1479 par le seigneur de Milly, et dont les 48 piliers de chêne supportent l'imposante charpente d'époque. Les producteurs d'Île-de-France s'y rassemblent depuis 450 ans pour offrir les meilleurs produits de saison. Dominique Tay, que je dois retrouver pour ma prochaine recette, est sur place, comme chaque jeudi, et elle achète de quoi préparer le consommé guénolé. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Ça va, très bien. Alors, je voudrais du poisson pour faire un fumet, s'il vous plaît. Alors, maigre, avec les filets levés pour pouvoir garder les arêtes et la tête pour faire le fumet. D'accord, il faudra bien mixer. Très bien. Pour combien de personnes? Oui, mais ça, c'est bien, c'est bien. Dominique prend également 1 kilo de moule. Parce que c'est pour mettre juste dans le consommé à la fin. Puis se rend chez sa maraîchère habituelle pour acheter carottes, oignons, céleri et un peu d'ail. Elle ne refuse pas la petite dégustation de jus de pomme de la maison avant d'aller chercher les œufs frais. Ah ouais, il est bon. Combien t'en veux? 12. Il m'en faut 12, ah oui. Très frais. D'accord. Ils sont d'hier. Merci beaucoup. Écoutez, je vais aller faire ma recette en attendant Julie maintenant. Et bien entendu, bon courage et bonne fin d'après-midi. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir, merci. C'est un pan perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est un grand secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse s'entremêler tes cils. Déjà, nous y voilà. Bonjour, Annie. Bonjour, Julie. Hop là. Direct dans la cuisine. Vous allez bien? Ouais, très bien, et vous? Ça va, merci. C'est une vieille maison? Ah oui, elle a 300 ans. Ah, c'est ça. Hein. Tiens, je vais prendre tout de suite le tablier parce qu'on va se mettre à l'ouvrage. Moi aussi, j'en ai un, d'ailleurs. Alors vous avez choisi une recette qui est une recette assez sophistiquée, on pourrait dire, non? Une recette de fête, presque. Raffinée. C'est un consommé. Oui. Moi, je me souviens l'avoir mangé avec mes parents et on faisait des consommés. Enfin, ils faisaient déjà des consommés comme cela. En tout cas, Raymond Oliver l'appelle le consommé guénolé. Oui, oui, ou bilibi, hein, d'ailleurs. Bilibi, c'est le nom plus général. Plus général, oui. Guénolé au bilibi, Jean Cocteau considérait tout simplement ce potage comme le meilleur au monde. Et il lui arrivait d'en réclamer plusieurs de suite, écrit Raymond Oliver. Alors, je commence par peler les carottes? Oui. Allez, chiche. Alors, je vois que vous avez fait des espèces de tagliatelles de carottes, c'est ça? Oui, parce qu'ils préconisent des émincés de carottes. C'est une très bonne idée. Très bonne idée. Oui. Et de laisser l'intérieur. Sauf le squelette, oui, c'est ça. Oui, alors les carottes d'aujourd'hui ne sont pas les carottes des années 40. C'est ça. Je pense qu'effectivement, c'était la racine. Le centre de la carotte devait être beaucoup plus fibreux qu'aujourd'hui. Hein. Tous les légumes, oignons, carottes et ail, finement émincés, sont doucement saisis dans un mélange de beurre et d'huile. Nous pouvons nous lancer dans la préparation du fumet de poisson. Pour les fumets, le plus important, c'est la fraîcheur du poisson. Il faut vraiment que les arêtes, la tête soient très très frais. Les parures du poisson, qui doit être noble et maigre, sont immergées dans l'eau et Dominique y ajoute 2 filets de sole pour plus de saveur. Car le fumet n'est pas une préparation mineure, disait Raymond Oliver. L'avantage de cette recette, c'est que finalement, c'est une recette quand même assez chic, assez élégante, mais qu'on fait avec des têtes et des arêtes. Ça, c'est pas cher. Non, mais c'est vrai. Pendant que nos légumes et parures de poisson cuisent chacun de leur côté, nous jetons une belle poignée de moules dans une marmite avec un peu de beurre et de fumée. On les laisse juste ouvrir, hein, et après on récupère leur jus. Nous mouillons nos légumes au vin blanc, en l'occurrence au muscadet. Normalement, c'est 2 tiers d'eau, 1 tiers de vin blanc. C'est ça. Donc, juste qu'on a mis en eau sur le poisson. Regardez, les moules sont vite ouvertes, hein. Ils sont disciplinés.
Alors voilà, maintenant qu'elles sont ouvertes, on va les retirer et on ne va récupérer que le jus. Oh, ça y est, je me suis tellement brûlée que maintenant, je suis un vrai fakir. Comme tous les cuisiniers. Une eau parfumée par les moules que nous associons également au fumé, avant de le verser intégralement dans nos légumes cuits. Le céleri que vous avez finement émincé, tel un chef de cuisine. Regardez ce travail, c'est magnifique. C'est long à faire. Hein. Ah bah oui, c'est long. Ça vous prêchez une convaincue. Mais oui, je reconnais le talent de l'artiste. Enfin bon. Et alors, en parlant d'artiste, justement, Jean Cocteau, vous l'avez connu, vous? Ah oui, Cocteau, il vivait comme nous, Jean Marais aussi venait, et il vivait comme nous dans Milly, hein. C'était pas, personne n'embêtait. C'était pas une diva, quoi. Non, surtout à l'époque, je pense, parce que bon, c'est quand même... les artistes étaient plus accessibles. Entre sa filmographie, il faisait des décors de théâtre, tout ça, donc c'était assez particulier. Il n'était pas très connu du grand public, plus aujourd'hui. Posthume, il est peut-être davantage connu. C'est ça, ouais. Moi, je l'ai vu sur son lit de mort. Non. Ouais, si, j'avais 15 ans. Mais pourquoi vous l'avez vu sur son lit de mort? Parce que quand il est mort en 63, le même jour qu'Édith Piaf. Oui, c'est vrai, par ailleurs, qui était son ami C'était intime. son ami, et c'était comme une journée porte ouverte. Enfin, hein, bon, oui, bien voilà. sûr. Ça veut dire qu'on pouvait venir se recueillir, venir le voir dans sa maison? Dans sa maison, dans sur son son vrai lit de mort. Incroyable. Ouais. Autre temps, autre mœurs, je célèbre Jean Cocteau à ma manière, en poursuivant la préparation de sa recette fétiche et en intégrant du beurre et une pincée de farine dans le céleri. L'important, c'est de le mettre quand même suffisamment tôt pour que la farine puisse cuire. Et un peu de fumée pour détendre tout ça. C'est une sorte de béchamel de céleri, quoi, finalement. Oui. Le céleri est intégré dans le fumé de poisson avec les filets de sole et le tout est mixé et filtré. Pour finaliser le consommé, nous ajoutons 9 jaunes d'œufs blanchis avec de la crème fraîche, une cuillerée à soupe par œuf et je laisse le tout sur le feu un bon quart d'heure. Et donc là, c'est une sorte de crème anglaise finalement. Voilà. Crème anglaise de légumes et de poissons. Juste chauffée pour que ça épaississe. Très bien. Ça a l'air sublime, hein? Les invités vont arriver, il nous restera juste à réchauffer la soupe. C'est ça. Peut-être à rajouter quelques moules, puisque finalement on ne les a pas utilisés pour l'instant. Il faut que chacun en ait au moins... Voilà, vous les répartissez. Voilà, oui. Et moi, je vais aller acheter quelques fleurs, parce que je sais que Jean Cocteau adorait les fleurs. C'est vrai. Et puis après, je vous laisse faire la déco comme vous l'entendez. D'accord. L'artiste qui est en vous va se réveiller. T'es prêt. Mais avant ma petite virée florale, je n'oublie pas de noter la recette. Pour le consommé guénolé de Jean Cocteau ou Bilibi, munissez-vous de 2 sols avec les têtes et les arêtes bien fraîches, d'1 kilo de carottes, de 8 oignons, d'une tête d'ail, 1 litre de vin blanc, 1 kilo de moules, du céleri en branches, 9 jaunes d'œufs et 9 cuillerées à soupe de crème fraîche. Bonjour Christine. Bonjour Julie. Quelle jolie boutique. Merci. On ne se croirait pas en hiver quand on rentre chez vous. Voilà, j'essaye de vous faire quelque chose de lumineux. Ah, c'est le bouquet que vous avez préparé? Exactement. Ah, mais il me va très bien. Avec du romantisme, Ouais. avec les petites griffes de la bête. Ouais. Ah, les griffes de la bête, Et c'est voilà. drôle. donc. Et je Clin compte sur d'œil. vous d'ailleurs pour rajouter des griffes à la bête. Ouais, si vous voulez. Alors, comment ça s'appelle cette plante? Ce sont des petites clématites. Parce que alors, l'idée, c'était de vous commander un bouquet qui évoque Jean Cocteau, qui par ailleurs aimait beaucoup les fleurs. Oui. Oui, oui. Il, C'était un homme raffiné. Donc voilà, il était aimait- heureux dans son jardin. Voilà. Et il avait un joli jardin, Ouais. assez sauvage, assez champêtre. Est-ce que vous voulez que je mette des roses rouges aussi? Alors, c'est ça l'idée? je vous raconte mon idée. Mon idée, c'était de prendre la rose Ouais. et voilà. Ça, c'est le joli. Le sang de la bête. C'est le sang de la bête qui arrive au final. Oh, c'est Voilà. le bouquet métaphorique. Voilà, Oh, c'est complètement. formidable. C'est un métier, il n'y a pas à dire. C'est le vôtre. C'est une Bravo. passion, je vais vous dire, Ouais, surtout. je avant tout. comprends. Je comprends. Voilà. Je suis sûre qu'en son temps, Jean Cocteau aurait apprécié votre boutique. Eh bien, je l'espère. Merci beaucoup, Eh Christine. bien, je vous Merci. souhaite une très, très belle soirée. Eh bien, moi aussi. À très vite. À Au revoir. bientôt.
Je retrouve Dominique et son mari Claude qui ont dressé une table de banquet digne de La Belle et la Bête, en compagnie de Dominique Marny, la petite nièce de l'artiste. Des roses en plus. Il est beau, n'est-ce pas? Il est très beau. Alors, on va commencer par un cocktail, je crois, c'est ça? Oui, on va commencer par un cocktail. Et Cocteau disait que Cocteau n'était pas forcément le pluriel de cocktail. Ah, jolie phrase, jolie Voilà. formule. Oui, parce que à un moment, on lui a reproché d'être un peu mondain et donc de hanter les cocktails et puis de les aimer aussi, c'est ça? De les aimer et aussi de les créer. Et puis, il y a un dessin qui est très amusant de Cocteau derrière un bar et qui disait « Si je n'avais pas été académicien, j'aurais probablement été barman. » Ah, il manquait pas de sens de l'humour. Vous avez mis ça pour le consommer? Bonjour. Bonjour Mickaël. Mickaël, le créciculteur, fait son entrée, accompagné de Pascal. Bonjour Pascal. Installé au poste de barmaid, je réalise l'un des cocktails créés par Jean Cocteau. Un dosage savant de rhum brun, de curaçao blanc, de zeste de citron vert et de jus d'ananas. Je pense que c'est à peu près la première fois de ma vie que je fais un cocktail. Donc, On est vu à tout. Voilà. J'ai invité Sabine Buquet-Grenet à notre table afin de rencontrer l'éditrice qui a eu l'heureuse idée il y a 2 ans de faire réapparaître le livre d'art et de cuisine de Jean Cocteau et de Raymond Oliver. Enfin, Anne-Gaëlle, Catherine et Samanthe Poivré sont là. L'assemblée est donc au complet. Alors, la vôtre aussi hein. Et à Jean Cocteau, bien sûr. Le repas peut démarrer sous l'œil et l'esprit de Cocteau, j'en suis sûre, lui qui croyait au lien entre la terre et l'au-delà. En son honneur, nous débutons par l'un de ses mets favoris, des Saint-Jacques préparés à son goût, sur le grill et sans assaisonnement aucun. Le prochain livre, Sabine, c'est la cuisine brute de Jean Cocteau, c'est ça en fait. C'est ça, voilà. Exactement. Presque brutal. Je vais prêcher pour ma paroisse. Coquille Saint-Jacques-Cresson, c'est super. Surtout, on lui parle d'un plat, il dit ça va super bien avec le cresson. Mais oui. Au fil de mes rencontres, on a beaucoup évoqué les hommes qui ont été omniprésents dans sa vie, mais c'est intéressant de savoir quelles étaient les femmes inspiratrices, nourricières. Sa grand-mère, bien sûr, qui lui a inculqué l'art. Elle était cantatrice. Il y a eu sa mère qui a été sa confidente, qui l'aimait de façon, comme toutes les mères, absolument inconditionnelle. Et puis, il y a eu d'autres femmes, bien sûr. Il y a eu Valentine Hugo, qui a beaucoup hanté les coulisses des ballets russes, qui a beaucoup côtoyé Diaghilev, Nijinsky et compagnie. Alors, Diaghilev, Nijinsky, ça nous mène au Sacre du Printemps, qui a été une révélation dans sa carrière, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après. Oui. Où il a compris qu'on pouvait faire voler en éclats tous les codes, finalement. Ah oui, il a dit, j'ai eu 2 rencontres capitales dans ma vie, Stravinsky, le Sacre du Printemps. Et Picasso. Et c'est vrai que le Sacre, c'est 1912. Et quand il entend... Théâtre des Champs-Élysées. Au Théâtre des Première Champs-Élysées. représentation. Et quand il entend pour la première fois le Sacre et qu'il voit que cette salle ne comprend rien, et hue, et siffle, etc., lui, il sait qu'il y a une révolution extraordinaire dans la musique et il ne va plus penser qu'à une seule chose, c'est à faire sa mue, lui aussi. Et ça, c'est révolutionnaire aussi. C'est super bon, quand même. Non, mais c'est vrai, on a envie de mettre un peu d'huile d'olive. Mais en fait, non. Ah non. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Parfait. Qu'en pense l'éditrice? Moi, je trouve ça impeccable. Je ne sais pas qui les a cuisinés, mais bravo. On reste dans les saveurs marines avec le fameux consommé guénolé, adoré du peintre poète, qui est parmi nous jusque dans les assiettes. C'est bon. C'est délicieux. C'est délicieux, ouais. Alors, Dominique, c'est une merveille. Donc c'est une recette du livre, Oui. Sabine. Ce sont des recettes de l'époque et surtout elle est rédigée, Oui, voilà. elle est écrite, elle est racontée, donc elle n'est pas du tout... Voilà. C'est ça. Et il n'y a pas les proportions. Non, absolument pas. Pensez-vous? Ce serait trop facile. Pourquoi donner les proportions? Oh là là. Mais bravo Anne-Gaëlle, regarde ça. Bravo, parce que c'est pas évident. Arrêtez. Un soufflé, c'est compliqué en plus. Oh là là. Le soufflé n'attend pas. Ah non, c'est la recette que Cocteau adorait. C'est la recette que Juliette lui faisait, sa cuisinière, lui faisait régulièrement. Ah oui. Parle-nous un peu de la jeunesse de ce livre. J'ai une passion pour Raymond Oliver et est-ce que tu veux un petit peu Oui, avec plaisir, merci. Et aussi pour Jean Cocteau. Et quand je suis tombée sur ce livre, j'ai trouvé qu'il y avait... Cette relation d'amitié m'a tellement touchée. Puis la qualité d'écriture et les dessins. Les dessins, alors là, je trouvais que ce livre était superbe et qu'il méritait d'être réédité. Et en fait, je me suis retrouvée à Vienne
À l'Institut de France. À l'Institut de France pour une exposition d'ailleurs sur les dessins de Jean Cocteau. Et c'est après la conférence de Pierre Berger, je suis allée m'asseoir sur les marches de l'escalier à côté d'une dame avec qui j'ai commencé à discuter et qui était Dominique. Et je lui ai dit, mon plus grand regret est de ne pas pouvoir rééditer ce livre. Et Dominique m'a dit, mais c'est pas possible, on va le faire, on va le faire. Ah, donc c'est une œuvre commune alors. Voilà. Et vous voyez, Cocteau place toujours au bon moment les personnes qui peuvent faire des choses, c'est très curieux. Ça s'est fait, voilà, ça devait se faire. Les bonnes fêtes Cocteau. Oui, exactement, c'est vraiment ça. Les plats se suivent et se succèdent à cette table que ni Raymond Oliver ni Jean Cocteau n'auraient renié. Et c'est au filet de veau Fernand Point de faire son entrée. C'est joli d'ailleurs d'avoir mis ces feuilles de cresson au milieu. Ah, c'est grâce à Michael. Moi, je vais garder l'idée. Hein. Alors, c'est un territoire à Cresson, ce Gâtinais. La culture s'est développée au début du 19e siècle, surtout dans l'Oise. C'est descendu dans le Val d'Oise autour de Paris. Et après, au milieu du 19e siècle, c'est descendu par ici. La menthe, le cresson, ce qui est vert pousse bien. Voilà. C'est ça. C'est un petit peu quand même un légume oublié. Et que il faut le relancer. Il fait partie des super légumes, du fait de sa richesse en vitamines et en minéraux. La cuisson est parfaite, hein, Pascal. Quel serait le recueil, le livre, peut-être aussi le film, après tout, qu'il faudrait voir en premier? Les enfants terribles, sans hésiter. Les enfants terribles. À lire, Oui, à lire et à voir. Moi, je dirais en poésie Plein Chant, qui est un poème absolument magnifique sur l'amour, le sommeil, la mort. C'est très, 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 très beau. Peut-être c'est un de ses plus beaux poèmes. Et le livre sur le tournage de La Belle et la Bête qui apporte un éclairage quand même important sur le tournage de ce film qui était quand même assez difficile. Oui, il y a eu un livre qui a été... Son journal. Son journal, d'accord. C'est des citations aussi. Il y en a une qui est assez fabuleuse, je trouve. C'est « Écrire est un acte d'amour, s'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture ». Ah oui. Ça, magnifique. C'est vrai, et ça lui va tellement. Même s'il n'était pas bec sucré, notre artiste aurait succombé à la vue de ce dessert aux effluves de menthe poivrée. Rappelle-nous le nom de ta maman. Pierrette. Pierrette. Oh là là, ça chante bien. Avec la crème anglaise parfumée à la menthe. Oh là là. Et menthe poivrée Et cette crème anglaise qui ne ressemble à nulle autre. Mais oui, alors ça, je voudrais savoir ce que c'est. Elle est un petit peu verte comme ça, mais c'est le... Très bon. Bah, c'est la couleur. Ah, c'est vrai que c'est étonnant, ce goût. C'est bon, hein. Et le goût est très bien. Elle a inventé le chocolat, ce mari. C'est une infusion, c'est ça? Oui. Ou c'est une décoction? Décoction, oui. Pour avoir davantage de parfum. Voilà, il faut que la menthe soit saisie. Eh ben moi, je dis bravo, Pierrette. Ah oui, bravo. Quel âge a ta maman? 92 ans. Oh, quelle merveille. Et c'est elle qui commande. L'ensemble des... Il a trouvé un cas. Oui. Seul endroit où il a trouvé un cas. Oui. C'est écrit, J'espère que l'on vous a permis de découvrir ou de redécouvrir Jean Cocteau, cet artiste inclassable qui nous a laissé un esprit d'audace, de liberté, de poésie évidemment. Et parmi toutes ces maximes, j'en retiendrai une pour clore cette émission. Il nous disait « Ce que l'on te reproche, cultive-le, c'est toi ». Eh bien voilà, cultivons-le, relisons-le et savourons-le. À bientôt.